Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Baptiste Schneider. Salut Baptiste. Salut Sébastien, Bon Baptiste, il paraît que tu es doué en graphisme. il paraît. Il paraît. Écoute, je suis content de te recevoir aujourd'hui sur l'émission parce que j'ai pas eu l'occasion de recevoir de graphistes ou de personnes qui font ton métier. Tu vas nous en dire un petit peu plus juste après. Et j'ai pu découvrir aussi toutes tes inspirations à travers le podcast de Caroline Mignot, Marketing Square, où pendant un petit moment, tu as fait de nombreuses sketch notes qui étaient super intéressantes pour venir synthétiser en gros le contenu du podcast et c'est souvent c'est riche d'expérience parce que du coup tu le lis, enfin, en tout cas tu nous fais gagner du temps en tout cas pour les petites notes quoi. Voilà, c'est comme quand tu passes le bac, il faut faire des fiches et franchement tu as dû te régaler toi quand tu as dû passer le bac pour faire tes petites fiches à toi. Totalement ça. Ok, tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter, nous dire ce que tu fais, tes différentes activités, tes passions hein. Ouais, avec plaisir, écoute. Déjà, merci de m'accueillir dans ton podcast. Après, pour parler un peu de moi, moi, je suis du coup facilitateur graphique et illustrateur. Donc, facilitation graphique, c'est ou sketchnote ou live scribing, ça porte beaucoup de noms. En général, c'est pour parler de la même chose. C'est créer des comptes rendus impactants, très efficaces, avec du vocabulaire synthétisé, vulgarisé, et accompagné de tutos ou de petites illustrations pour favoriser la mémorisation et la compréhension. Cette définition-là, c'est très personnel parce qu'en fait, chaque facilitateur graphique ou sketchnoteur va avoir une différence dans son compte-rendu, sa prise de notes et sa manière de comprendre l'information ou de véhiculer l'information derrière. Pour faire simple, moi, c'est on me donne une information, je la traite, je la vulgarise et hop, je donne un compte-rendu vraiment axé sur la pensée visuelle aussi, en partie, pour justement favoriser cette compréhension par tous, pour tous, et aussi avoir un compte-rendu que déjà tout le monde va lire, plus qu'un compte-rendu de 20 pages envoyé après une réunion, et avoir quelque chose d'agréable aussi à apprendre. Et sur la deuxième partie, je suis aussi illustrateur, donc ça implique tout ce qui touche au dessin. Voilà, donc je fais un peu d'illustration de site web, quelques commandes personnalisées pour des particuliers aussi, ça arrive de temps en temps. Ok, donc en gros du coup tu es beaucoup axé visualisation finalement. Très. Je suis très sur le visuel. Tout simplement aussi, ça permet de rendre concret ou alors plus palpable une notion très subjective ou des leviers, par exemple, sur le dernier client, des leviers pour une feuille de route, avoir un impact visuel, quelque chose qui va permettre de comprendre, permettre d'acter quelque chose qui sera dans le futur, mais aussi de se dire, ah, c'est déjà là, en fait, il y a déjà un début, un commencement. Mais ouais. Ouais, non, c'est super intéressant. Et en plus, du coup, on y reviendra certainement après, dans la partie un peu plus, parlons de ton mental, sur certainement cet aspect visualisation mentale que tu dois avoir quand tu écoutes, par exemple, des conférences ou des podcasts, pour tout de suite imaginer le mot adéquat et certainement le graphique ou le petit dessin qui va illustrer ta check note. Ouais, c'est ça, il y a un gros travail. Il faut réussir à faire plusieurs choses à la fois, sachant que quand je suis sur des conférences, le compte-rendu, je le commence en même temps, je le termine en même temps que la conférence. Et après, il y a que quelques petites retouches. Heu, En fait, c'est beaucoup de moments sur le moment présent, réussir à capter l'information qui n'est pas forcément celle qui est dite, l'information importante qui est derrière, aller la récupérer, réussir en même temps à écouter la suite, tout en notant, tout en parfois discutant avec quelqu'un pour continuer d'échanger sur son point de vue et réfléchir avec la petite illustration, comment le poser sur un ensemble. Donc, il faut être très, multitâche sur un instant T et c'est quelque chose de très enrichissant.
Ah bah ouais, bah du coup, on va revenir un petit peu dessus. Alors, tu sais que le podcast commence toujours par, du coup, un mixte entre le portrait chinois et le questionnaire de Proust. Donc, est-ce que tu es OK pour te prêter à ce petit jeu avant qu'on parle de ton mental? Totalement. Bon, allez, on y va alors. Si tu devais être une couleur, tu Et serais quelle ben, couleur? je serais comme la bonne majorité des personnes, ce serait le bleu. Pour cet aspect très calme, ces tonalités qui peuvent aller du bleu nuit très posant, très calme de cette journée-là où tout s'arrête, du bleu mer avec l'eau, etc. Et c'est en plus une couleur qui est très compliquée à trouver paradoxalement dans la nature, de telle qu'elle. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Si tu devais nous citer le moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel et pourquoi? Très clairement, c'est la fin de journée, voire la nuit. Tout simplement parce que c'est là où je suis le plus créatif. Ce qui fait que parfois, ça peut arriver, je fais des sessions de travail de minuit à 5 heures, parce que c'est là où je vais pouvoir, travailler le mieux et le plus efficacement et abattre une quantité de travail que, je pourrais très bien faire en une journée, mais là, le faire en 2 heures ou 3 heures, sans avoir de retouches à faire et cetera de par la suite. Ah ouais, et tu fais comment le lendemain? Tu fais la sieste? Et non, non, c'est arrivé, bah, là, la semaine dernière, pareil, il y avait agilement, donc le matin, fallait être présent un peu avant 8 heures parce que justement, il fallait commencer la journée et j'avais fini ma session de travail vers 3 ou 4 heures. Et donc, il y a des fois, il y a des journées où bon, c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Le week-end, c'est là où j'hiberne. OK. Bon, autrement, je te conseille les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées dans les armées françaises. C'est pas mal pour récupérer. Tu as Mm. quelques outils sympas pour venir t'aider à récupérer ton sommeil que tu as utilisé pendant ta nuit et où tu aurais dû dormir. C'est totalement ça. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré ou qui a changé ta vie à un moment donné, ça serait lequel? Euh, Alors moi, je lis énormément, mais ça va être beaucoup de littérature fantastique, plus que voilà des récits, etc. Il y en a deux. En fait, il y a toute une série qui s'appelle Chérub. Alors c'est littérature jeunesse enfin étiqueté littérature jeunesse. Et en fait, dedans, on traite tout sous un caractère agent secret, des infiltrations dans des organisations, etc. Et on va pouvoir apprendre sur la sexualité, les addictions, la manipulation mentale, etc. Donc c'est quelque chose de très profond, avec une petite description de comment se sentent les personnages, comment ils évoluent. Donc moi, quand je l'ai lu, en plus, j'avais le même âge que le personnage principal, donc je crois que j'avais 12 13 ans. Et donc ça me permet d'apprendre aussi, voilà, en termes de mentalité, comment ça se passe aussi chez quelqu'un d'autre. Et après, il y a une autre série qui est plus fantastique, on va dire, c'était Percy Jackson, etc., sur la mythologie grecque. Et comprendre comment des civilisations avec cette mythologie-là pourraient s'intégrer avec des croyances aujourd'hui, sous couvert de fantastique toujours. C'était très intéressant de comprendre comment ça pourrait s'articuler, même dans la façon de penser, de ce qu'on pourrait percevoir et ce qui pourrait être une autre réalité en confrontant avec la nôtre. Ouais, je comprends. Mais parfois, il y a des trucs fantastiques et quand même qui sont, bon, ils sont fantastiques, c'est sûr, mais ça croise aussi avec des choses de un peu du monde réel aussi, du coup, pour le Mm, rendre un peu plus, on va dire, accessible aussi, quoi. c'est Donc ça. voilà. Moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Qui est une bonne base. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est une bonne base. Ah ouais, il y a Eragon aussi, je sais pas si tu connais. Ah ouais, oui, bah oui. Et ouais, en fait, j'aime bien bon, après voilà, il y a tous les trucs fantastiques, Star Wars, tout ça, enfin bon, voilà, mais c'est vrai que c'est cool parce que ça te sort quand même de ton quotidien, mais il y a toujours des messages forts, hein. J'avais vu
un reportage du coup, sur Star Wars où ils expliquaient comment, du coup, ils s'étaient inspirés, de la Deuxième Guerre mondiale et du Troisième Reich pour, mettre en place un petit peu, le scénario et tout et du coup, tu vois, première lecture, j'y avais jamais pensé, quoi. Bah là, c'est ce qui est intéressant dans les 2 séries, c'est que, par exemple, chez Rube, c'est toujours en lien avec des choses qui pourraient se passer dans la vraie vie. Typiquement, il y a un des livres, enfin, de temps en temps, il y a des personnages réels qui sont cités, et cetera, pour ancrer dans des faits réels aussi ce qui peut se passer. Hem et comparé à ça, il y a Percy Jackson où ils ont ramené la mythologie grecque. Enfin, Rick Riordan a ramené la mythologie grecque au monde d'aujourd'hui. Par exemple, le mont Olympe n'est plus à Athènes, mais il est en haut de Big Ben. Et tout se passe dans les villes aux États-Unis, dans des lieux qui existent. Et du coup, j'adore ce moment-là, en mêler la réalité, enfin, et le fictif, mais toujours dans des lieux où, si on veut, on peut aller les visiter. Et c'est ça qui est très intéressant. Effectivement. Si tu devais, nous donner une citation qui guide souvent ton quotidien, ça serait lequel? Alors moi, j'en ai une de Picasso. C'est chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit. Parce que je répète souvent et je suis très souvent confronté à la même phrase. C'est ah oui, mais moi, je serais incapable de faire ce que tu fais parce que je ne sais pas dessiner. Alors qu'en réalité, tout le monde sait dessiner. Alors oui, à divers niveaux, c'est sûr. On ne va pas demander à la Joconde de Vinci ou d'autres tableaux comme ça. Mais bon, faire un bonhomme bâton, on sait tous le faire. Dessiner une petite maison, un carré avec un triangle au-dessus, on sait le faire aussi. Et franchement, cette situation-là, elle résume tout. C'est juste on a abandonné certaines choses qu'on faisait quand on était enfant. Mais en vrai, c'est toujours là. Ouais, après, c'est un peu technique le dessin. Moi, j'ai acheté un petit livre pour mes enfants, là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as des étapes, en fait, pour apprendre à Oui, faire un poisson, des étapes pour faire et en fait, et au final, tu arrives à dessiner tous les animaux de manière assez simple, en partant avec des figures géométriques qu'on a tous appris à l'école, des carrés, des ronds, des triangles, enfin, oui, c'est ça. et, et c'est hyper, et finalement, c'est hyper simple, mais tu vois, j'avais jamais conçu ça. En tout cas, ce côté technique avant d'avoir acheté ce petit livre qui, du coup, qui permet d'apprendre à dessiner, quoi. Il faut toujours en fait déconstruire. C'est toujours pareil, quand on est face à un énorme projet, on va se dire, bah, c'est pas grave, au lieu de penser, il faut que je termine ce projet-là en entier, et ben, je vais le décomposer en petites phases. Et ben, le dessin, c'est pareil. Au lieu de se dire, je vais dessiner la cathédrale, je sais pas, Notre-Dame de Paris, eh ben, je vais d'abord simplifier et partir sur les formes. Alors, on a 2 rectangles pour les 2 tours, et puis voilà, la façade, c'est un carré. Et puis après, on va aller dans le détail, dans le détail, dans le détail. C'est pareil, il faut avoir une vision d'ensemble au début, et après, on peut dérouler. Ok. Si tu devais nous citer une de tes principales qualités, ça serait laquelle? Je dirais observateur. Pour justement cet aspect-là de regarder tout ce qui m'entoure, puiser dans tout ce qui se passe et chercher les informations là où elles sont un peu plus cachées que ce qu'on laisse paraître ou laisse dire. C'est quelque chose qui est aussi important dans le métier de sketchnoter. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Alors j'en écoute quelques-uns, j'en écoute 3, bah déjà le tien. Ah oui, je savais pas que tu écoutais les miens, c'est vrai? J'écoute un peu, suivant des fois tes invités, j'aime bien aller voir ce qui se cache derrière. Il y a celui de Sylvain Viens aussi, qui est Dépasse-toi, donc c'est très centré aussi sur soi-même, sur comment on fonctionne, et Marketing Square, du coup, de Caroline Mignot. Ah bah Voilà, oui, avec plein de forcément. sketch notes. Ok. Et du coup, sur mon podcast, quel a été l'invité que tu as aimé écouter? Et ben moi, j'ai bien aimé Verino. Après, c'est parce que j'étais aussi un grand fan. Eh oui, Mais Verino. ouais. Et dont j'arrive jamais à me souvenir du De vrai. son vrai nom? C'est ton Ouais, vrai nom? voilà.
Ouais, C'est Olivier Balestreiro. ouais, bah c'est pour ça. Sans être offensant. Mais ouais, enfin, toujours comprendre ce qu'il y a derrière. En général, on connaît une personne de façade ou par ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, mais jamais derrière comment elle fonctionne dans sa façon de penser, de ce côté mental, justement. Et c'est toujours mieux d'en savoir plus. Ah, c'est clair. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, Verino, dans cet épisode, du coup, Olivier, nous explique aussi que là, ce qu'on voit, nous, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est sur le devant de la scène, enfin, voilà, on parle beaucoup de lui, mais avant tout ça, il a eu un parcours de comédien. Après, enfin, voilà, il a mis du temps à C'est ça. trouver, en fait, vraiment sa voix, et là, c'est l'humour noir, et ça lui va bien, et du coup, c'est intéressant de savoir aussi tout le travail qu'il a accompli et comment mentalement il a réussi, on va dire, au gré des expériences, à arriver sur l'objectif qu'il s'était fixé. Mm. Bah, c'est ça, en fait, qui était le plus intéressant c'est justement quand on voit la figure publique ou la personne, comment elle agit en permanence, de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Et, parce que c'est pas toujours pareil. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien essayer d'accéder au mental de Maxime Gasteuil, mais il- je crois qu'il a peur, il n'ose pas encore. Ça peut prendre un peu J'essaie de de... temps. Ouais, ouais, il faut être patient. Faut être patient. Non, mais c'est intéressant, je trouve, d'aller creuser, en tout cas, que ce soit des artistes, que ce soit des chefs d'entreprise qui ont réussi, des athlètes, ou voilà, ou quelle que soit la personne, quoi, par rapport à son objectif de vie. Et c'est toujours intéressant de savoir un peu comment elle est arrivée à dépasser ses limites, à oser, à pas se mettre de barrières, etc. Ça, c'est super important. Mm. Allez, encore deux petites questions avant de parler de ton mental. Si tu devais choisir un sport, quel sport choisirais-tu? La natation. Mais Sans, t'habites. sans hésitation. Ok. C'est pas le sport automobile, toi qui habites au Mans? Non, non, moi, ça a toujours été la natation. J'en ai fait pour 13 pendant 13 ans, je crois, en club, dont à la fin en compétition. Et donc, non, ça a toujours été la natation. C'est là où je suis le plus détendu. Ok. Comme un poisson dans l'eau, alors. Comme quand tu Totalement. dessines. Allez, la dernière. Si tu devais choisir un personnage célèbre que tu aimerais incarner, ça serait lequel? De Vinci. Léonard de Vinci, très clairement, par rapport à sa réflexion, sa déconstruction, ses projets, ses inventions. Je suis grand fan de ses travaux. Et ouais, et puis, on est fan, hein. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, en fait. Je veux dire, c'est plus qu'un artiste, c'est un ingénieur, un visionnaire. C'est incroyable. Je Incroyable. me demande toujours la question de, avec les moyens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À Mais l'époque, il faisait les premiers plans d'un hélicoptère, etc. Bon, c'était pas très viable, mais on pensait déjà pas vraiment à explorer le ciel, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, et puis, il a même, enfin bon, en fait, à l'époque, il a créé comment dire, des armes, enfin, il a fait plein de trucs assez incroyables et très, très variés, en fait. Donc, Oui, c'est de assez. tout, de l'architecture à l'armement, enfin, aux études, même toutes ces études, ces croquis anatomiques, etc., sont super intéressants à feuilleter dans le codex, d'ailleurs, qui est en ligne, dans son codex avec toutes les planches de recherche anatomique, de dessin, de déconstruction du vivant, c'est impressionnant. Ouais, ouais, fabuleux. Ok, allez, on va revenir un petit peu à toi. Alors, on a pu un peu élaborer un petit peu ton profil et voir un petit peu ce que tu aimais. Là, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment tu as fait pour du coup arriver à faire ce que tu fais actuellement? Quelles sont les études que tu as faites? En fait, après le bac S, j'ai fait une année de prépa à l'UCO de Laval, à Laval 3DI, en licence infographie et métier du multimédia. Donc, c'était une formation sur
le dessin et la préparation un peu modélisation 3D, 2D, animation 2D, 3D, concept art, cara design, etc. en vue surtout de créer des jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait, c'était la partie communication visuelle qu'on avait dedans aussi, et cette partie dessin. Et donc, après cette année de prépa-là, j'ai quitté l'école et j'ai continué avec EDA, qui est une école à distance en art appliqué, en illustration et design de produits. Formation que je suis en train de fignoler aujourd'hui. Et en fait, voilà, j'ai pas réellement fait de formation pour faire ce que je fais aujourd'hui. Le plus important, en fait, c'était surtout de mobiliser les compétences et d'entraîner ces compétences-là pour faire un travail de qualité. Ouais, tu as tout dit là. Il faut se mettre dans l'action et faire pour progresser et s'améliorer. Bon, c'est ce que tu fais beaucoup avec les check notes à chaque fois, quoi. Du coup, finalement, ça t'exerce. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, à chaque mission, ça exerce, à chaque mission, ça entraîne. Et en plus de ça, à chaque mission, j'apprends de nouveaux sujets qui me permettent de mieux comprendre le sujet suivant et donc de proposer toujours quelque chose qui colle le plus aux besoins. Ok. Bon, tu as un jeune parcours, mais malgré qu'il soit jeune, ce parcours, c'est quoi ta plus grande satisfaction? La plus grande satisfaction, c'est en fait, avoir su rebondir quand justement en prépa, je me suis rendu compte que partir à 100% dans l'illustration, c'est pas vraiment ce qui me plaisait. Et donc, avoir réussi à arrêter les études au bon moment, plutôt que de me dire c'est pas grave, je continue en L1, potentiellement même jusqu'en L3, et puis je verrai bien à la suite ce que ça me donnera. Là, ça ne me correspondait plus sur le moment, donc je me suis dit allez, c'est bon, j'arrête. Et avoir enchaîné tout de suite sur d'autres formations, découvrir d'autres sujets, pas avoir eu une période où en fait je me suis laissé reposer, mais toujours avoir su rebondir pour continuer d'apprendre et de m'améliorer. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est une phrase qui te parle? Bah ouais, totalement, parce que déjà, je pensais pas que c'était possible de faire ce que je fais aujourd'hui, dans la mesure où je savais pas que c'était un métier de base. Euh, Moi, je le faisais de mon côté pour justement mes études. Donc, quand tu parlais de fiches de bac, etc., je les ai faites pour moi. Et ça fait bientôt 2 ans, en fait, que j'ai rencontré justement Rossinkit, où j'ai vu que c'était un métier parce que c'était proposé dans l'agence. Et donc, à partir de là, voilà, je ne pensais pas que c'était possible de quelque chose que moi je faisais dans mon coin, je puisse le proposer aux autres et que quelque chose qui, moi, m'a été utile pour m'aider à communiquer aussi avec d'autres personnes, et ben, je puisse apporter cette aide-là à des entreprises ou à des groupes de travail. Et donc, c'est tout bénef. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est incroyable que du coup, que tu n'avais pas connaissance que ce que tu faisais était déjà un métier. En fait, j'avais connaissance que les cartes mentales, il y avait des personnes qui faisaient des cartes mentales pour d'autres. Je pensais que c'était justement lié des fois aux designers, etc., mais que c'était assez fermé et je pensais pas que c'était, voilà, qu'on pouvait le faire en fait, juste ce métier-là. Je pensais que c'était une petite tâche annexe qu'on avait sur d'autres métiers ou d'autres postes. Ok. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que c'est une compétence assez rare. Euh, En fait, ce qui est rare, c'est de pouvoir synthétiser et vulgariser pour les autres. Parce que la prise de notes, euh, même s'il y en a pas mal qui, des fois, n'arrivent pas à prendre en note juste les informations et ils sont obligés de tout écrire à 100%, la prise de notes, on peut y arriver avec un peu d'entraînement. Mais par contre, prendre les notes pour les autres, pour que les autres puissent comprendre, ça demande aussi d'autres compétences et un peu plus de réflexion. Ok. Allez, on va parler de ton mental. Tu es bien assis? C'est bon. Ok. Si tu devais le définir, ce mot, le mot mental, comment tu le définirais, toi? Alors, de mon point de vue, le mental, c'est la façon de penser qui influe sur la façon de faire.
trouve qu'il y a une bonne relation de cause à effet et que ça engrange justement pas mal de choses, mais dans le physique au final. Ok. Et si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment cette personne? Euh, je dirais c'est quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs et qui est aligné avec ce qu'elle pense. Parce qu'à partir du moment où on pense le contraire de ce qu'on veut faire, en général, il y a un moment où ça coince. Et donc, je trouve que quelqu'un qui aurait un bon mental, ce serait quelqu'un qui penserait d'une manière qui est cohérente avec ce qu'elle est en train de faire et qui permettrait du coup de l'améliorer ou la booster. Ok. J'aime bien ce concept d'être aligné avec, avec ses valeurs et ses aspirations. Mais c'est vrai que tu as raison, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas aligné, à un moment donné, ça coince, quoi. Parce que du coup, en tout cas, si on est sensible à s'écouter, en tout cas, à un moment donné, c'est sûr que si on veut être heureux dans ce qu'on fait, être épanoui, il faut être aligné avec ses valeurs et ses envies et ses C'est besoins ça. aussi. C'est ça. Mm. Ça prend parfois un peu de temps à réaliser, mais une fois qu'on comprend ce truc-là, ouais, ça change des trucs. Bon. T'es aligné, toi? Maintenant, ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un moment où tu l'étais pas. Moins. Ouais. Ok, bon, mais c'est cool si t'es aligné. Bah, en tout cas, ce que tu nous proposes, c'est toujours chouette à visualiser et à regarder. Et c'est super. Enfin, je trouve ça vachement bien ce que tu fais sur les podcasts de Caroline Mignot. Merci. Est-ce que mentalement, tu te prépares? Alors, tu vois, tout de suite, je me dis, bon, je vais lui poser la question, mais du coup, quand tu dors pas la nuit et tout, comment tu fais pour. Enfin, tu as une préparation comment dire, pour la journée d'après qui va être forcément difficile, tu n'as pas dormi, ou est-ce que tu as une préparation pour la gestion du sommeil? Par rapport à la gestion du sommeil, en fait, c'est juste que quand je décide que je dois dormir, je dors. J'arrive à, voilà, bah, une des méthodes militaires en fait pour justement apprendre à s'endormir en moins de 5 minutes, de, voilà, de déconnecter progressivement un peu tout jusqu'à arriver à la tête où il faut réussir à faire un calme plat. Et une fois que le calme est plat et fait, voilà, le sommeil, il arrive tout de suite. Ok, Et tu claques les doigts et tu dis fais dodo, et c'est parti. globalement, c'est à peu près ça. Efficace. Et puis après, pour la journée, non, ça va être encore une fois, c'est lié avec les définitions que j'ai données, mais ça va être, aujourd'hui, j'ai 7 objectifs à atteindre. Donc, c'est parfois 2 missions à faire, un rendez-vous, quoi que ce soit. Et ben, il y a des choses où j'ai pas la main dessus. Un rendez-vous client, c'est telle heure, c'est telle heure. Il y a des trucs où je vais avoir plus la main dessus. Je sais qu'aujourd'hui, je dois rendre une illustration. Et ben, aujourd'hui, il va falloir que je la fasse. Et à partir du moment où je serai disponible dans tous les sens du terme, environnement, concentration, imagination, etc., et ben, je vais travailler dessus. Je ne vais pas me forcer, parce que je sais qu'en plus, dans le côté artistique, on parle souvent de art block. En fait, c'est quand tu te forces à faire une illustration, des fois, en fait, tu vas ne plus savoir faire. Alors, tu auras beau savoir le faire et le dessiner tout le temps, là, quand tu vas vouloir le faire, tu rateras tout le temps. C'est très frustrant, c'est vraiment très frustrant. Et justement, il faut ce côté aligné pour pouvoir avancer. Donc, que j'ai eu du sommeil ou pas en avance, ça change strictement rien. Il faut juste voilà, paramétrer dans la journée, j'ai tant de choses à faire. Potentiellement, elles seront toutes faites en 1 heure. Potentiellement, c'est 10 minutes, puis 15 minutes à faire autre chose et avancer par fragments, des fois sur une, puis sur l'autre, puis sur l'autre, puis sur l'autre. En fait, ça dépend vraiment du moment. Ok, donc du coup, tu fais un peu de l'intermittent de concentration en changeant tes objectifs et en changeant tes projets, quoi. Du coup, ça te permet
finalement d'être concentré un maximum de temps sur une période courte. Et ensuite, du coup, quand ta concentration elle est peut-être moins optimale, hop, tu changes de projet, ce qui te permet d'être refocus sur un autre projet. Donc, c'est peut-être plus. Et, hop, et après, tu reviens. En fait, tu fais des allers-retours, quoi, Ouais, c'est ça? c'est totalement ça. Et sauf après, forcément, quand c'est sur une mission pour un client où il y a une conférence de 1 heure, bah, c'est focus pendant. En fait, je coupe tout le reste et je suis concentré que sur la conférence, que sur ce qui s'y passe. Ok. Et du coup, est-ce que tu as réussi à conscientiser un petit peu la méthodologie que tu mets en place pour optimiser ton focus? Euh, alors, en fait, il y a une bonne partie qui est liée avec l'observation. Je vais devoir d'abord beaucoup observer, comprendre le sujet, ou justement avoir un aperçu global de ce qui va se passer, ce qui va se faire. Et à partir de là, je vais pouvoir bloquer et réfléchir en fait dans ma tête. Parfois, en fait, je vais travailler sur une tâche, mais pas physiquement que mentalement. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais déjà faire mes premiers croquis, mes premières esquisses, mes itérations, et à partir de là, récupérer une image, pouvoir la décliner, reprendre une image, refaire un mélange de deux, et j'aurai déjà un croquis finalisé un peu dans ma tête que je vais pouvoir après projeter sur le papier. Donc il y a cette partie-là maintenant au début, je me disais bah, il faut forcément que je le fasse pour montrer que je le fais, alors qu'en fait, c'est ce qui se passe dans ma tête sans avoir besoin de prendre un papier crayon pour l'exprimer. Je comprends, je comprends. OK. Est-ce que tu utilises d'autres techniques, pour te préparer, je sais pas moi, à tes réunions, ou à autre chose en fait? Ou à des événements ou quand tu faisais de la natation par exemple pour être prêt à ta compète? Est-ce qu'il y a du coup d'autres techniques de préparation mentale que tu as mis à profit? Alors, par rapport à la natation, en fait, et ce qui se retranscrit un peu quand je vais, par exemple, chez un client, et cetera, en général, j'ai toujours une petite période de stress, avant, soit de passer ou soit de faire la mission. Et donc là, justement, il y a un petit exercice de respiration que j'aime bien faire pour justement recalmer, descendre au maximum. Déjà aussi parce qu'en natation, quand on est plus calme, on consomme moins d'oxygène, donc il y a moins de temps à passer sur la respiration, le cœur il est plus bas, donc il va moins consommer d'énergie. Et au final, c'est ce que je fais aussi pour les conférences, avoir le plus de calme, parce que quand on est le plus calme possible, notre cerveau va pouvoir être disponible à 100%, sans se dire, oh là, il y a un danger, oh non, je vais rater, oh non, je suis trop stressé, non, mais je me sens pas bien, etc. Alors que si on se dit directement, bah non, tout va bien se passer, tu sais le faire, voilà, c'est pas le droit à l'erreur, ça existe aussi, mais de toute façon, tu maîtrises, tu sais le faire, tu vas pouvoir t'améliorer. Et puis si ça rate, et ben c'est pas grave, on retravaille derrière, on peut aussi proposer autre chose. Et donc ça permet d'être dans les meilleures conditions pour attaquer. OK. OK, OK. On va parler de ta confiance et du droit à l'erreur, tu viens d'en parler un petit peu. Est-ce que tu as pris confiance avec le temps? Avec, du coup, comme tu disais, l'apprentissage, le faire? Ou dès le départ, tu avais quand même relativement confiance en toi, dans ce que tu faisais? Alors, non, j'avais pas de confiance en moi au début. Euh, Aujourd'hui, ça se construit de plus en plus. Euh, je trouve que à force de faire, c'est aussi on parle souvent du syndrome de l'imposteur, etc. Et je me rends compte qu'à force de faire, il y a vraiment quelque chose dans comment je le fais, comment je l'apporte, une aide que je peux apporter. Et ça permet voilà, de mieux construire tout ça, construire cette confiance-là et de se dire, bah voilà, même s'il y en a plusieurs qui me disent: «Ouais, mais tu jeune et cetera», bah, c'est pas grave, c'est pas la capacité d'être jeune ou pas qui influe sur le travail, c'est la capacité à comprendre une information, la capter, la découper et après pouvoir la communiquer.
Et ce point-là qui, avant, je trouvais que c'était une faiblesse de ne pas réussir à expliquer longtemps. Avant, je me disais, non, mais c'est quand même grave, je fais que synthétiser, je ne sais pas détailler. Et puis quand des fois, j'arrivais pas à exprimer ma façon de penser, ma façon de faire, ben, je devais prendre un papier et un crayon pour l'expliquer aux autres. Ben, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, bah, cette faiblesse-là, enfin, ce point faible, entre guillemets, que je me trouvais, et ben, aujourd'hui, c'est devenu mon travail. Et donc forcément, au niveau confiance en moi, bah, ça m'a permis aussi de plus facilement reprendre et de reconstruire tout ça. Finalement, ça t'a aidé à trouver ta voie, de prendre le papier et le crayon pour expliquer aux autres. C'est ça. Et ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que du coup, tu arrivais à plus facilement faire passer les messages par le dessin que par la communication orale? Ouais, il y a eu toute une période, en fait, quand je voulais exprimer quelque chose, tout se bloquait. Et quand on travaillait en groupe, et cetera, c'était assez embêtant, parce que la communication, c'est quand même très important. Et donc, prendre un papier et crayon, noter l'idée principale, toutes les branches, et cetera, ça me permettait de projeter, moi, ce qui se passait dans ma tête, avec toutes les réactions, parce que du coup, comme on en parlait tout à l'heure, de réfléchir sur un projet, puis switcher sur un autre, puis revenir après, et cetera. Et ben là, je travaillais énormément avec des cartes mentales. Ça permettait de suivre la discussion, à quel point j'étais, à quel point c'était relié, sous-partie, partie centrale, et cetera. Ouais, c'est hyper intéressant. Très intéressant. Si tu reviens un petit peu là, et moi je vais te parler un petit peu du regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler pour t'en affranchir, pour aller de l'avant? Il y a souvent des gens qui sont bloqués en tout cas sur ce qu'on pense d'eux, sur ce qu'on pense de leur travail, et souvent ça les empêche d'avancer. Est-ce que toi, tu as eu à faire un travail là-dessus? Je dirais oui et non, histoire d'être un peu compliqué. Vas-y, on t'écoute. Euh, alors oui, sur la partie de justement, t'es jeune, tu pourrais être mon fils. Cette phrase-là, voilà, on me l'a dit régulièrement, même voilà, une fois en mission, quand on m'a vu, on me dit ah c'est bon, voilà, moi je repartais, il me dit ah c'est bon, tu repars en cours. Je dis bah non, je vais en mission, enfin il y a le client qui m'attend, donc ils m'ont regardé un peu bizarrement. Euh, En fait, voilà, cette partie regard-là, ce premier jugement, j'ai eu un peu de mal. Et puis régulièrement, voilà, on parlait de construire la confiance régulièrement. Après, voilà, je le fais et après, je dis, ouais, mais est-ce que je suis le mieux placé pour en parler? Non, je ne serai jamais le mieux placé pour en parler de toute façon. Et voilà, il a fallu travailler pardon, ça pour que voilà, il n'y ait plus d'impact. Et puis de se dire, bon, les gens, de toute façon, ils auront forcément un jugement. Est-ce que ça rentre en compte dans ce que moi je propose? Non, pas spécialement. Est-ce que moi je suis content de ce que je fais, de ce que je propose? Oui. Bon, bah écoute, est-ce qu'il y a besoin de s'éterniser dessus? Enfin, si ça n'influe pas, c'est pas important, bah, mets-le de côté et puis on passe à autre chose. Ok. Est-ce que selon toi, c'est important de cultiver le positivisme au quotidien? Je dirais que non, pas forcément. Parce que être positif à 100%, ça finit par supprimer aussi le négatif. Et ça permet, alors que le négatif permet aussi d'avoir un regard critique sur soi. Et enfin, plus que sur soi, sur son travail et ce qu'on propose. Et si on veut justement pouvoir se remettre en question régulièrement, si on se dit tout le temps, voilà, dans ce côté positif de ce que je fais, c'est génial, il y a pas de, c'est déjà le meilleur que je fais, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Après, c'est mon point de vue, hein. Il y en a pour qui c'est très important, mais je trouve que voilà, il faut avoir une balance, ne pas être que dans le négatif, parce que là, le monde devient terne comme pas possible. Mais il ne faut pas être non plus que dans tout est génial, tout est super. Toujours avoir cette
petite critique, je trouve. Ok, on peut pas être tout le temps dans le monde des bisounours, c'est ça? Je trouve qu'il y a un juste milieu. Oui, un équilibre. C'est Un ça. équilibre. De toute façon, après, c'est un peu la loi de essai-erreur, quoi. Je veux dire, Mm. on connaît personne qui réussit tout du premier coup, donc forcément, il y a toujours des essais, des erreurs pour aller vers l'objectif. On va parler de motivation. Est-ce que tu as des choses qui te permettent de cultiver du coup, ta motivation au quotidien? Euh, alors, ce qui me motive vraiment, c'est je fais ce que j'aime, mais à 100%. On parle parfois de métier passion. Bah là, c'est très clairement ça. Et en plus de ça, c'est vraiment cette partie pas de se sentir utile, mais d'aider les autres à pouvoir communiquer, échanger. Là où, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était quelque chose qui m'a un peu pénalisé. Enfin, je l'ai un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, m'en servir pour aider les autres à échanger, communiquer, pouvoir exprimer réellement ce qu'ils ont en tête. Et sur la partie illustration, pouvoir rendre réel quelque chose d'irréel. Et ben, franchement, je trouve que c'est la meilleure des motivations pour continuer. Ok. C'était déjà arrivé d'avoir de fortes pressions ou du stress à gérer? Oui. Et est-ce que tu te souviens comment tu as fait pour dompter un petit peu ce stress, cette pression? Euh, alors, je suis assez mauvais pour le moment et sur les moments comme ça, un peu trop, en fait, sur le moment. Le plus gros point, quand c'est ça, c'est une- m'isoler ou alors justement me mettre moi entre guillemets en sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est s'il y a trop de stress, un truc comme ça, prendre au moins juste 5 minutes à côté, redescendre, recalmer pour avoir les idées claires. Parce que justement, à chaud, etc., c'est là où on peut avoir enfin, les mauvaises réactions. Donc voilà, quand c'est en stress, discussion, poser, prendre le temps. Si sur le moment, voilà, ça coince, il y a trop de pression, bah, c'est pas grave, on va étaler un peu plus et puis on va pouvoir prendre le temps, chacun à son rythme, de pouvoir réavancer sur le sujet. Du coup, tu dis que tu t'isoles et du coup, tu te prends un temps pour te calmer. Tu utilises la respiration comme tu faisais à la natation ou qu'est-ce que tu as comme technique pour arriver à te calmer? Ouais, c'est ça. Bah, il y a énormément de respiration parce que forcément, en général, quand on est en zone de stress, il va y avoir le rythme cardiaque qui accélère, on va perdre un peu tous les sens. La respiration, ça permet de recentrer tout ça, de recalmer, de calmer tout simplement tout l'ensemble. Et en plus de ça, je déconnecte ma tête. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais je déconnecte mes pensées et puis je laisse voilà, partir dans le côté imaginaire. Voilà. C'est un truc très apaisant de me projeter ailleurs. Comme ça me permet de mieux revenir et d'avoir un point de vue neuf sur la situation plutôt que de rester justement sur le même et de faire un peu cocotte minute. Parce qu'en plus, j'arrive pas sinon à dissocier et à calmer et revoir la situation dans son ensemble. Ok. Et cet endroit où tu te projettes, c'est toujours le même ou il varie? Bon, ça varie beaucoup. Ça dépend beaucoup de ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé comme film, série, écouté comme musique. Souvent, c'est avec la musique et donc potentiellement, c'est des scénarios différents. Enfin, je Ok. laisse vraiment vagabonder comme bon semble. Parce que tu sais, il existe une technique en préparation mentale qu'on appelle le safe place. Je ne sais pas si tu connais. Mm. Ça te parle?
Et ça me fait penser un peu à ce que tu me racontes. C'est-à-dire, l'idée, c'est de s'isoler, de reprendre son calme et d'aller dans un endroit sécure, donc un endroit que tu as déjà déterminé en amont. Ça peut être un endroit que tu aimes bien, un endroit où tu te sens en sécurité. Enfin, du coup, et ce qui est intéressant, c'est du coup, quand tu as besoin d'aller dans cet endroit-là pour redescendre et te recentrer et mieux gérer quelque chose qui t'arrive, du coup, c'est intéressant en ayant travaillé cette technique, de pouvoir y retourner, en fait. Et du coup, ça te permet d'être sécure et de repartir ensuite, voilà, pour avoir, en ayant géré ce moment de stress, de pression, enfin, voilà, ou Ouais, d'inconfort du moment, quoi. bah, là, c'est ça, mais ça change un peu tout le temps. Et vu que j'ai quand même la main mise dessus, parce que ça reste mon imaginaire, Ah oui. euh, forcément, je peux faire un peu ce que je veux sans souci. Ok, c'est super intéressant, en tout cas. Finalement, en fait, ça te permet en fait, tu switches, en fait. Ouais. La concentration, on en a parlé. On va parler un peu de détermination. Souvent, on entend la phrase que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu te situes par rapport à cette phrase? Bah, je suis pas forcément d'accord. On peut justement lâcher un peu prise. Et après, là, c'est la partie créative qui va parler plus qu'autre chose. Mais quand on reste cantonné à sa zone de confort parfois ou quoi que ce soit, je trouve qu'on n'a pas le même point de vue, le même regard. Et on ne peut pas aussi atteindre cette neutralité qu'on peut avoir besoin dans le métier de facilitateur graphique, entre autres. Parce que si on reste proche de soi, etc., on ne va pas justement pouvoir comprendre l'entièreté. On va potentiellement émettre aussi des jugements, des a priori. Et donc, je pense que non, c'est quelque chose à parfois lâcher. Pas totalement, parce qu'il faut quand même être en accord, aligné, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est pas quelque chose qui doit normalement être fixe, plus souple, je dirais, pour avoir un peu l'image. Ah ouais, je vois, je vois. Après, c'est vrai qu'être trop rigide et ne rien lâcher, du coup, ça, quelque part, on est un peu en tension. Ça me fait penser un peu à, tu sais, à un chien qui mord un morceau de bois là, quand tu veux jouer avec, ou un ballon et qui il va rien lâcher. Au final, t'as plus peur de lui faire mal qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Enfin, Et voilà. Et après, ouais, souvent desserrer l'étreinte, ça permet aussi d'avoir un peu plus de recul sur les choses aussi. Ok. Alors, on a fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui dans le podcast. Euh, pour finir, du coup, cet épisode, comme tu le sais, puisque tu écoutes les épisodes, je laisse toujours le mot de la fin à l'invité pour laisser un peu une empreinte de quelque chose qu'il a envie de déposer auprès des auditeurs, quelque chose qui lui tient à cœur. Et ensuite, n'oublie pas de donner un petit peu les éléments pour qu'on puisse aller voir ton travail, qu'on puisse éventuellement te contacter si on a envie je sais pas, de faire une collab avec toi sur un projet TechNote ou autre chose. Et puis voilà, on n'a pas trop parlé de ton entreprise, celle où tu travailles, tu l'as un peu cité tout à l'heure, mais du coup, c'est parti pour donc n'hésite pas à redire un petit mot dessus, ça peut être utile pour des gens qui cherchent en tout cas des entreprises qui travaillent dans ton domaine. Je pense que ouais, c'est toujours bien utile d'avoir des ressources à ce niveau-là. top. Et bah, voilà, juste avant de continuer, franchement, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de faire cette petite balade dans ma tête. Et aussi de venir un peu challenger ce qui s'y passe. C'est toujours très, très intéressant et ça permet de mieux réfléchir et d'activer un peu plus la créativité. Euh, Si j'avais vraiment un dernier point à partager vraiment avec tout le monde, c'est qu'il faut prendre le temps d'observer tout ce qui se passe autour de nous
il y a énormément de choses qui s'y passent. Quand une personne nous parle, il se passe énormément de choses plus que la parole. Petit point, par exemple, la gesture, les pauses, comment elle va parler, comment elle évoque la chose. Est-ce que il y a une gestuelle qui se met en place? Est-ce qu'elle repasse plusieurs fois sur l'information? Ça permet d'aller plus loin que la simple écoute d'une personne, plus que juste se baser, oui, bon, elle a dit que c'était bleu. Non, c'est vraiment pourquoi elle l'a dit. Alors, on se retrouve un peu dans les études de bouquins de oui, mais les rideaux étaient rouges, c'est parce que. Non, non, c'est pas ce point-là. C'est vraiment aller chercher, observer tout ce qui s'y passe, déconstruire visuellement tout ce qui s'y passe. Quand on voit le dessin, si on a envie de pouvoir dessiner, et ben pareil, il faut se retourner à cette base de formes simples. Les ronds, triangles, carrés, tout le monde sait dessiner, et ben c'est la base des sketch notes. On retrouve ça énormément dans presque tous les pictos. Après, c'est un peu plus modulé et ça demande un peu d'entraînement. Et puis voilà, le petit rappel, c'est que la pratique, ça ne rend pas parfait. Mais en tout cas, ça permet d'améliorer. Et de toute façon, la perfection, on ne l'atteindra jamais. Après, voilà, donc pour finir, donc moi, ouais, c'était donc Baptiste Schneider. Moi, je suis très dispo sur LinkedIn, où je partage régulièrement des sketch notes, tout comme Rethinkit, qui est l'entreprise avec qui je travaille, qui fait de gestion de projet, facilitation graphique, no-code et méthode agile. C'est un autre point très important aussi de l'entreprise. Et pareil, si ça a piqué votre curiosité voilà, de pouvoir déconstruire ce qu'on voit, ce qu'on entend, une information pour pouvoir la communiquer aux autres. Donc la pratique, c'est du sketch note. Et en plus de ça, là, on est en train de retravailler sur des modules pour pouvoir partager. Vraiment, c'est cette notion de partage-là qui est la plus importante par le biais de masterclass et formations qui arriveront très bientôt. Donc, et donc voilà, enfin, il ne faut pas hésiter à venir discuter sur LinkedIn. Je réponds avec toutes les questions avec grand plaisir. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, pour venir parler de ton mental sur cet épisode. Et puis moi, pour conclure cet épisode, avant de te dire au revoir, bah, du coup, je remercie la plateforme Richmaker qui nous a permis de nous mettre aussi en relation et qui me permet régulièrement bah, d'avoir des nouveaux invités, de connaître des invités que je ne soupçonne pas. Et c'est toujours sympa de faire des collabs inattendus. Et donc voilà, donc je remercie du coup la plateforme Richmaker, mise en place par Caroline Mignon, et que je vous invite à aller voir si vous voulez faire des collaborations B2B, soit avec des podcasteurs, soit avec des entreprises, soit, enfin voilà, Oui, toujours en lien avec le totalement. marketing. Voilà, ben merci à toi. Je te souhaite une très belle fin de journée et on va profiter du soleil puisqu'il y en a un petit peu. Et je te dis à très vite, à très bientôt. À très vite, merci beaucoup.